Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va carrément bien. Bienvenue dans cet épisode de Entre Écailles. Entre Écailles, c'est notre émission podcast que vous pouvez également retrouver sur Spotify et toute plateforme de diffusion de podcast. C'est en vérité une émission dans laquelle on a un invité de marque, souvent spécialisé dans un domaine de terrariophilie, avec qui on va pouvoir discuter pendant presque 1 heure. Aujourd'hui, un invité que vous avez déjà vu. C'est un copain de la chaîne Loma Wild. Il s'agit de Pierre Leneuf de chez Leneuf Reptile. C'est un spécialiste. Il s'est spécialisé professionnellement dans le développement, la reproduction et la vente des geckos de Nouvelle-Calédonie. Et ouais, cette région si particulière de la France, d'Asie du Sud-Est, et ouais, territoire sur lequel il y a des geckos absolument fabuleux. Parmi lesquels le fameux, le plus connu gecko à crête, Leneuf Reptile, les geckos de Nouvelle-Calédonie. Bienvenue dans ce podcast. Bien le bonjour, on espère que vous allez bien. On se retrouve avec Pierre Entre Écailles. Bonjour à tous. Ça va la forme? Nickel, et toi? Ben ouais, ça va toujours. C'est la deuxième fois que tu viens tourner un podcast chez Loma Wild. Content de te retrouver ici. Bah moi aussi, écoute, c'est un plaisir. Je t'avais dit que t'allais revenir. Alors Pierre, c'est pas n'importe qui. Pierre, c'est le gérant de Leneuf Reptile. Allez vous abonner à son Instagram. Éleveur de geckos de Nouvelle-Calédonie principalement. Principalement, ouais. Basé en dessous de Paris, éleveur et vendeur, et tu fais aussi des prestations de formation au certificat de capacité. Oui, en effet, c'est une de mes activités. Ça en fait beaucoup dans ton panel là, c'est pas mal hein. Je commence à en avoir pas mal, ouais. C'est cool. La thématique du jour, en fait c'est un peu ton domaine d'expertise, les geckos de Nouvelle-Calédonie. C'est ça. En gros, moi j'élève principalement ces espèces-là parce que c'est des espèces qui sont faciles à élever et dont j'ai pu me spécialiser. Ouais, c'est vrai. Facile à élever, c'est vrai. On commence en général dans les espèces de débutants. On va citer le gecko à crête qui est l'emblème des geckos de Nouvelle-Cal. Exactement. Moi, c'est par ça que j'ai commencé aussi pour développer ensuite les autres espèces et apprendre beaucoup sur elles. Ouais, ok. Alors Pierre, dis-nous, des geckos de Nouvelle-Calédonie, c'est quoi ? On va passer du temps en fait tout le long du podcast à faire espèce par espèce, c'est-à-dire c'est quoi l'aspect graphique, les spécificités, mais de manière générale, si on devait introduire les geckos de Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qu'ils ont de typique ? Alors en général, il y a beaucoup de geckos de Nouvelle-Calédonie qui sont plutôt arboricoles ou qui vivent dans les arbres. Ils grimpent tous très très bien et en général, ils sont pas trop gros. C'est pas des espèces qui sont énormes, bon, à part le Leacanus. Mais il y a une diversité dans ces couleurs et dans les formes de ces geckos qui est hyper importante et hyper impressionnante, notamment chez le Ciliatus, qui a des couleurs mais éclatantes. Ouais. Ça peut être très différent en plus d'un Ciliatus à un autre. Bien sûr. Mais ça va toujours être avec des couleurs éclatantes. Moi, il y a quelque chose que je retrouve sur tous les geckos de Nouvelle-Cal, c'est qu'ils ont une espèce de peau fripée. Alors pas tous. Les Eurydaktylodès, par exemple, ne l'ont pas. Ils ont plutôt une écaillure lisse. Mais après, oui, en effet, ils ont des peaux assez fripées, mais surtout en général quand ils sont en surpoids. Ce qu'on retrouve beaucoup en terrario, puisqu'on a tendance à beaucoup nourrir nos geckos de Nouvelle-Calédonie. D'accord, ok. Quand ils sont gros, la peau elle fripe encore plus. Ouais, moi j'ai une femelle qui est de Corylophus sarrasinorum, donc un gecko de Nouvelle-Calédonie, que j'ai récupéré. Elle faisait plus de 90 grammes et du coup elle ressemblait à un charpé. Tellement elle était énorme. D'accord, ok. Il y a autre chose qu'on retrouve chez ces geckos, c'est les doigts. En effet, ils ont tous des doigts avec des setae, donc c'est les petites lamelles qu'on peut voir. Donc c'est des poils qui vont s'agripper partout, puisque les geckos arrivent à monter sur toutes les surfaces. Donc, on ne les retrouve pas chez les Eurydaktylodès, qui sont vraiment une famille à part, mais en général, les geckos de Nouvelle-Calédonie ont cette particularité, ce qui leur permet de grimper sur n'importe quelle surface. Vous savez, ces doigts qui ressemblent un peu à des doigts ventouses, là. On a tendance à dire ventouse, ça fait vraiment un doigt avec une sphère au bout, une boule, quoi, qui permet d'aller toucher, et ça s'accroche comme des ventouses, sauf qu'en fait, la mécanique de ces doigts n'a rien à voir avec le principe des ventouses. Et non, en effet, c'est juste des poils qui s'accrochent sur les parois, sur les aspérités, même du verre. Ils arrivent à grimper grâce à ces poils qui s'accrochent. Les fameuses setae. C'est ça, les setae. Ouais. En fait, c'est comme si leur bout de doigt, il était... la surface de contact était maximisée, en fait, parce que ça va faire plein de lamelles. Et ces lamelles, c'est rempli de poils. Du coup, il y a un maximum de corps qui touche un autre corps.
Et donc ça va vraiment... en fait, je vais rentrer dans un truc hyper pointu là. Mais en fait, c'est une interaction de physique qui s'appelle l'interaction de Van der Waals, qui est basée sur l'attraction entre les atomes, en fait. Et qui s'est tellement maximisé avec cette surface de contact que ça va être capable de créer une force qui va maintenir un corps contre un autre. C'est incroyable, hein. Je suis allé loin là. Là, je suis allé loin. Tu vois, tu m'as appris un truc. C'est l'interaction de Van der Waals, le principe. Bon voilà, c'est vraiment de la physique. C'est pas la thématique de l'Oma Wild de ça. Pas encore. Ouais. Alors, les geckos de Nouvelle-Calédonie, pour rester encore dans l'ensemble, sans rentrer espèce par espèce avec les spécificités, bon, en termes de maintenance, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est un truc désertique avec 35 degrés Alors, surtout pas. En fait, les geckos de Nouvelle-Calédonie, il faut savoir que dans la nature, ça vit plutôt la nuit, du coup, dans des périodes fraîches. Les geckos de Nouvelle-Calédonie vivent plutôt en forêt tropicale humide, donc où il va y avoir un taux d'humidité assez important. En général, on parle de 80% d'humidité, mais toujours frais, donc entre 24 et 26 degrés, ce qui est relativement frais pour nos étés. Et par contre, il ne faut pas dépasser les 30 degrés parce que sinon il va y avoir des soucis. C'est des geckos qui se déshydratent très rapidement et du coup il y aura toujours des problèmes si vous allez au-delà de 30 degrés. Pourtant, en Nouvelle-Calédonie, des fois, c'est plein cagnard. Hein. Le soleil, il tabasse. Hein. Alors bien sûr, en Nouvelle-Calédonie, on peut arriver même à 32 degrés, 35 degrés sans problème. Par contre, les geckos de Nouvelle-Calédonie vivent dans les feuillages en général. Alors les Rhacodactylus auriculatus vivent un peu plus bas dans les canopées, mais du coup, il y a de l'ombre, il y a de la fraîcheur et il y a surtout beaucoup d'humidité qui leur permet de ne pas avoir trop chaud. D'accord. En fait, ils vont se mettre à l'abri de la chaleur toute la journée. Et au moment où le soir tombe, le soleil se couche, ça se rafraîchit. Là, ils vont commencer à sortir. Et là, leur période d'activité commence. T'en as déjà vu là-bas? T'es déjà allé là-bas sur le terrain? J'ai pas eu la chance d'y aller, mais j'aimerais vraiment pouvoir avoir la chance de les observer sur place. Mais j'en ai déjà beaucoup à la maison que j'observe régulièrement. T'en as combien? Oula, j'en ai au moins 145 en comptant les petits. D'accord, ouais. C'est costaud là. J'en ai pas mal. Ouais, ok. Et en plus, toi, alors, il faut vraiment préciser, hein, dans l'activité Le Neuf Reptile, t'es spécialisé sur quasi l'ensemble des geckos de Nouvelle-Calédonie. C'est ça, il me manque 2 espèces seulement. Ouais. Et du coup, ça me permet d'apprendre tout le temps sur ces geckos-là. Et qu'est-ce qui fait que t'adores autant ces geckos-là? Eh ben, c'est parti du Ciliatus. Parce que moi, au départ... Donc le gecko à crête. C'est ça. Ok. J'en voulais pas. C'était l'espèce bateau. Et en fait, une fois que j'ai pu en manipuler certains, je suis tombé amoureux de cette espèce. Et cette espèce, ben, ça m'a permis de découvrir d'autres espèces, comme l'auriculatus, le chawa, le Leachianus, pardon. Et c'est des espèces que j'aime énormément parce que on arrive à avoir, en travaillant, un comportement social très intéressant. Une interaction homme-lézard, tu veux dire? C'est ça. Cool. Il y a autre chose dans ce genre, et là ça va pas être toutes les espèces du genre. Il y a une notion de queue qui est particulière pour ces geckos. Alors ouais, en fait le Ciliatus, donc le genre Corelophus ciliatus, enfin l'espèce, ouais, ok. L'espèce Corelophus ciliatus, je suis un peu stressé, ça se sent un peu, mais... Mais non, il le faut Corelophus pas ciliatus, en gros, va perdre sa queue, mais elle ne va pas repousser. Ce qui est vraiment problématique chez cette espèce, puisque la queue est préhensile, et du coup, ils s'en servent énormément. Et souvent, on voit des geckos à crête sans queue, mais faut savoir que normalement, ils en ont une. Ouais. Alors, préhensile, c'est-à-dire que la queue du gecko à crête, elle va être utilisée comme un membre, elle est capable de saisir, d'attraper, de tirer et de même de porter tout le gecko. Hein. C'est comme un membre en plus. C'est comme une main. Ouais, c'est une main en plus. Et en plus, ils ont une petite spatule qui permet vraiment de s'accrocher. Donc, au bout de la queue, normalement, vous avez une spatule. Ouais. Puis quand on touche, ça accroche un peu. C'est hyper agréable. Alors, ces geckos-là, ils sont très graphiques, très esthétiques. Ça joue aussi sur la popularité. Parce que le gecko à crête, qui est l'emblème ultime des geckos de Nouvelle-Calédonie, c'est un gecko qui est particulièrement beau. Oui. Particulièrement beau. Avec en fait 2 crêtes qui partent de la base du corps au niveau du début de la queue jusqu'au-dessus des yeux. Ouais, c'est ça. Et c'est quelque chose qui intéresse énormément le public. Et en même temps, c'est une espèce avec une multitude de couleurs qui est énorme. Et du coup, on peut faire vraiment de toutes les couleurs
chez ce gecko. Est-ce que c'est un gros prédateur qui mange des requins au petit-déj? Non, mais quand même, ça reste un gecko assez territorial qui mange des grillons, hein, forcément, mais il est aussi omnivore. Il va manger des fruits, il va manger des insectes. Il peut y avoir de la territorialité, et ça, faut faire très attention avec ce gecko-là. En général, on conseille de les élever un par terrarium parce qu'il y a des conflits qui peuvent se créer, qui peuvent être assez brutaux quand même. D'accord. Entre les différents geckos de Nouvelle-Calédonie, les différentes espèces, est-ce que les régimes alimentaires sont tous les mêmes? Alors, les régimes alimentaires sont à peu près tous les mêmes, mais il y a quelques petites spécificités. Par exemple, le Corelophus sarrasinorum va être vraiment plus insectivore, va manger beaucoup plus d'insectes que de nourriture spécialisée ou de fruits. Par contre, le gecko à crête, lui, va être vraiment spécialisé sur le fruit et sur des aliments sucrés D'accord. Ok. principalement. Alors, moi, si je devais citer les genres connus, gecko de Nouvelle-Calédonie, je dirais Rhacodactylus, Ouais. je dirais Corelophus. T'en aurais un autre? Il y a les mniarogeckos, il y a les Euridactylodes, Ouais, ça en fait 2 autres, ça on est à 4, ok. il y a les Trachycephalus, Et ça continue, et ça continue. et c'est déjà pas mal. Allez, on va faire un petit peu le tour des espèces. Ouais. C'est parti. Alors moi, bien sûr, je n'ai pas toutes les espèces, mais moi, par exemple, j'élève Corelophus hiatus, Corelophus sarrasinorum, donc gecko à crête, Ouais, gecko sarrasin, ouais. Rhacodactylus auriculatus, donc gecko gargouille, Rhacodactylus leachianus, pas dire chianus, Ouais, c'est les Acanus. c'est gecko géant de Nouvelle-Calédonie. Il y a les Euridactylodes, donc les Agricolae, les Vieillardis, les Symmetricus, les Occidentalis, donc c'est 4 espèces du genre. Et après, il y a les Mniarogeckos, donc Chawa et le Jalou, qui sont aussi une autre espèce très intéressante. D'accord. On appelle gecko mousse. C'est ça, ouais. Les geckos-mousses. Du coup, avant, là tu parles de Corelophus. Moi je me souviens d'une époque, je connais un vieux de la vieille d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle Stéphane Rossel. Quand je l'ai rencontré, il me parlait de Rhacodactylus ciliatus. Ouais. Là je lui jette un petit pic, Alors, il va encore m'engueuler. en fait, les Ciliatus avant, c'était du Rhacodactylus, mais comme les Sarrasinorum. Et du coup, ça a changé, puisque génétiquement, c'est pas proche exactement des Rhacodactylus, c'est vraiment des familles séparées. Il y a très peu de différence, mais en génétique, il y a une différence qui est importante. C'est ça, en fait, au niveau de la génétique, il va y avoir un moment donné, un embranchement C'est qui ça. signifie que leurs ancêtres se sont séparés C'est ça. à un moment donné de l'histoire. Et en fait, du coup, Sarrasinorum et Ciliatus, donc gecko sarrasin, gecko à crête, eux deux sont plus proches à deux que des autres. Que en les fait. autres, c'est ça. Que des autres. D'accord, ok. Eh ben allez, on va commencer par l'évidence même, le gecko à crête, si tu devais en parler. On va faire un tour, pas forcément hyper détaillé, mais si tu devais parler du gecko à crête. Alors, c'est une espèce qui est vraiment géniale pour commencer dans la terrariophilie, puisque c'est une espèce qui est, si elle est bien travaillée, peu craintive. Alors, bien sûr, il faut vraiment les travailler, puisqu'il y a un travail de désensibilisation à faire. C'est une espèce qui est magnifique, on peut trouver toutes les couleurs, donc il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les prix également, puisque les geckos de base, si vous allez chez un particulier, c'est un prix très attractif, c'est 50 €. Après, bien sûr, on peut partir sur des morphes un peu plus travaillés, et dans ce cas-là, ça va être du 500 €, mais voire plus. Du coup, quand on parle de morph, en fait, c'est parce que les éleveurs comme toi, vous allez faire une sélection des parents, des petits, selon des critères physiques, C'est ça. les dessins qu'il y a sur la robe, en fait, sur les écailles de ces geckos. C'est ça. Alors, chez le Ciliatus, on parle plus de pattern, je me suis trompé dans le terme, Ouais. mais en fait, c'est quelque chose qui existe dans la nature. Et nous, en tant qu'éleveurs, on travaille ces patterns pour avoir les plus belles couleurs et les plus beaux spécimens disponibles. Tu pourrais citer tes 3 patterns préférés? Alors moi, j'ai un pattern que j'adore, c'est le Lily White, parce que j'adore les Ciliatus blancs. Et après, j'aime beaucoup le Harlequin et le Super Dalmatien. Donc Super Dalmatien, c'est une fois qu'ils ont 100 taches. Il faut vraiment les compter une par une. C'est vrai? Ouais. Donc en fait, il va être jaune et moucheté noir. C'est ça. D'accord. Et Harlequin? Et Harlequin, c'est juste que vous avez des couleurs sur le flanc qui remontent et une couleur dorsale qui est importante. D'accord, ok. Moi, j'avais halluciné, j'en avais vu des noirs en fait.
des darks. Des darks. Ouais. Les darks sont vraiment très, très recherchés, puisque c'est une couleur qui attire vraiment. Vous avez les charcoal aussi, qui sont un autre pattern qui est vraiment charbon. Et ça, c'est des patterns qui sont faciles à travailler, mais qui sont très recherchés. Alors moi, j'aime pas, donc je n'en fais pas. J'ai des bases de dark, mais je ne fais pas du noir complet. Laurine, par exemple, en propose. D'accord, ok. On est quand même dans l'ordre du rare, là. Hein. C'est rare, hein. Du vrai dark. Ouais, pour du tout noir, j'en ai rarement vu et ça devient très très rare. Du coup, plus c'est rare, plus C'est cher. onéreux, exactement. Alors moi, à la maison, j'ai un petit peu de ciliatus avec mon mâle qui s'appelle Teto Echo et sa femelle qui s'appelle Olvia. Et moi, c'est des full pinstripes, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que les lignes sont continues de la tête à la queue. Les deux crêtes. C'est ça, les deux crêtes. Elles vont être marquées, démarquées et continuent en C'est vraiment toute la longueur du lézard, quoi. C'est ça. Et s'il y a la moindre tache d'une autre couleur, c'est partial pinstripe. D'accord, ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on donne à manger à des geckos à crête? Alors, aux geckos à crête, on peut donner des insectes, bien sûr. En général, on leur donne une fois par semaine. Et on va leur donner aussi de la nourriture spécialisée. Donc, je ne vais pas citer de marque parce que je travaille avec plusieurs marques. Et voilà. Ok. Mais on donne de la nourriture spécialisée. Donc, c'est une poudre qu'on agrémente avec de l'eau. Et ça fait une petite purée de fruits qu'on peut donner aux animaux. Par contre, il faut éviter de donner des fruits qui viennent du commerce. Simplement parce que c'est des produits qui sont trop sucrés. Et du coup, qui risquent de causer des problèmes de santé aux geckos. D'accord, même une banane. Même une banane. En fait, les geckos, en général, quand ils mangent dans la nature, mangent des fruits, mais les fruits ne sont pas forcément mûrs. Et du coup, ils ne sont pas sucrés. Et nous, humains, on aime les fruits qui sont très sucrés. Et en gros, les maraîchers font en sorte qu'ils soient de plus en plus sucrés pour qu'on soit attiré par ces fruits. Mais les geckos, du coup, c'est trop sucré pour eux. D'accord, ok. Voilà. Ok, tu vois, alors moi j'aurais pensé le contraire, j'ai tendance à mettre des fruits, des vrais fruits dans les terrariums de mes geckos, donc faut que je fasse gaffe. Alors moi, j'en mets aussi, hein, mais c'est un goûter. C'est pas tous les jours, ouais, c'est Non, clair. c'est vraiment... Qu'est-ce que ça peut créer comme problème, ça? Alors ça va créer des problèmes d'obésité, voilà, Surnutrition, quoi. ouais, voilà, de surnutrition. Ok, d'accord, je note, ça marche. Et les ciliatus, est-ce que c'est difficile à maintenir? Non. Alors ça dépend. Ça- Bien sûr, Non, oui, ça dépend. on peut y arriver facilement, mais il faut respecter des paramètres quand même assez précis, c'est-à-dire de ne pas monter trop en température. Si vous montez à plus de 30, en général, les ciliatus, ils manquent d'eau, et du coup, ils se dessèchent un peu. Du coup, faut vraiment agrémenter en humidité et avoir une température qui est correcte, c'est-à-dire 24-26, et descendre un peu la nuit entre 20 à 18-20, quoi. D'accord, ouais. Ouais, c'est quand même relativement frais, là. Oui, oui, c'est assez frais, mais en fait, c'est les températures d'une maison classique. Du coup, après, il suffit juste de pulvériser 1 à 2 fois par jour. Ça dépend franchement de la chaleur de l'environnement. L'été, on va plus être sur 2 fois, l'hiver sur 1 fois, pour que le taux d'humidité monte soit le matin, soit le soir. Et comme ça, le gecko est bien. D'accord. Pour le débutant qui regarde la chaîne, là, et que je salue, si tu commences dans le gecko à crête, tu veux ton premier gecko, tu vas conseiller quoi comme matériel? Alors, bonjour jeunes débutants. Pour le matériel, je conseille déjà un terrarium en verre. Alors, ça dépend de la taille de l'animal. Si c'est un adulte, on va conseiller du 45-45-60. Donc 45... En minimum, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. 60 en hauteur, bien sûr, parce que c'est des geckos arboricoles. On va ensuite proposer un substrat de fibre de coco, ce qui est un substrat qui garde l'humidité, et qui permet d'avoir une humidité ambiante assez importante. Pour ceux qui aiment les vraies plantes, vous pouvez faire des plantations. Pour ceux qui n'aiment pas ça et qui veulent un terrarium facile à entretenir, vous pouvez mettre des plantes en plastique. La seule différence, c'est que les vraies plantes recrachent plus d'humidité que les plantes en plastique. Après, c'est chacun ses goûts. Moi, je conseille bien sûr de faire au plus naturel possible, mais personnellement, je travaille avec du plastique. On a fait d'ailleurs un podcast avec Clément Pigot, je vous mets le lien juste au-dessus, enfin, en fait c'est Ben qui est derrière la caméra et qu'on salue, salut Ben, Salut, qui Ben. va s'occuper de ce montage-là. Et on a fait un podcast sur le bioactif. N'hésitez pas à aller voir ça, ça aide aussi à comprendre comment on peut faire un terrarium planté, mais en plus que planté, bioactif.
Allez voir ça. Puis après, c'est une espèce qui ne nécessite pas beaucoup de chauffage. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'une lampe chauffante qui va assécher le terrarium, ni forcément d'un tapis chauffant si vous avez des températures adaptées. Personnellement, moi je mets juste une barre LED. Pardon, micro. Je mets juste une barre LED qui me permet d'augmenter un peu la température en hauteur du terrarium sans blinder. La chaleur de la LED suffira. C'est ça. Moi, je leur mets aussi un UV zone 1 de Ferguson. Un UV faible qu'on a tendance à mettre pour les espèces crépusculaires. Et des fois, on les voit s'y exposer. Alors les UV, c'est hyper important pour tous les animaux, puisque en général, dans la nature, il y a des UV partout. Les animaux s'y exposent s'ils ont envie ou pas, et ça, c'est leur choix. Donc, faut leur laisser ce choix-là. Par contre, si on met beaucoup d'UV, faut mettre des cachettes. Alors moi, bien sûr, j'ai des zones 3 sur mes grillages, ce qui me permet d'avoir en fait un grillage qui absorbe la moitié des UV. Et en fait, les ciliatus vont s'exposer s'ils ont envie, mais ils ont énormément de cachettes pour pouvoir s'en cacher aussi. Donc tu filtres en fait ton ouais, UV. c'est ça. Et par contre, si on ne met pas d'UV, il faudra complémenter en vitamine D3, ce qui sera vraiment important pour le gecko. C'est ça. Parce qu'en fait, les UV, ça permet aux lézards de synthétiser la vitamine D3 qui est vitale pour eux. Exactement. Gecko à crête. Ok. Allez, le suivant, celui on entendra quand même parler assez régulièrement. Le gecko gargouille. Et ben moi, je les élève exactement pareil. C'est-à-dire que je ne fais pas de distinction entre les deux espèces, bien que dans la nature, ils vivent un peu moins en hauteur, donc ils ont besoin d'un peu moins d'humidité. Donc là, je vais peut-être arroser un peu moins. Mais à part ça, l'élevage, c'est le même pour les deux espèces. Donc le gecko gargouille, en fait, c'est quoi? Alors c'est un gecko qui a une tête de gargouille. Pour le coup, si vous regardez une gargouille sur une cathédrale, ça a vraiment cette tête très rugueuse, très pierre en fait, comme moi. Et j'ai un peu d'humour quand même. Et du coup, c'est un gecko qui est très rustique. Donc ça plaît pas à tout le monde, c'est une petite tête de crocodile, mais c'est une espèce qui est hyper sympa et qui est mal connue malheureusement, puisqu'il y a un très mauvais a priori sur ces espèces qu'on dit plutôt agressive, alors que c'est une espèce qui est territoriale, mais pas plus que le Corelophus ciliatus. Donc gecko gargouille, le nom latin, Rhacodactylus auriculatus. C'est ça. Et pareil, on va pouvoir faire un travail des robes là-dessus. Alors oui, mais c'est beaucoup plus compliqué, parce que les Rhacodactylus auriculatus, les patterns et les couleurs sont très très aléatoires. Par exemple, moi l'année dernière, sur un mâle qui était blanc et une femelle réticulée, j'ai sorti du orange. Et tous les petits ne se ressemblent pas. J'ai sorti du noir, j'ai sorti du orange, j'ai sorti du blanc. Et c'est très difficile de s'y retrouver. C'est ça. Somme toute. On y arrive un peu, mais c'est plus compliqué. Et donc tu disais, dans la nature, ils vivent plus proche du sol. En alimentation, on aura exactement la même chose. Ouais, un peu plus orienté sur les insectes aussi. Ouais. Mais sinon, c'est relativement la même chose. Ok, d'accord. Très bien. Est-ce qu'en gamme de prix, c'est équivalent? Alors en gamme de prix, les auriculatus de base vont être un peu plus chers que les ciliatus. Mais on va pas partir sur des prix exorbitants, puisque en général, ce sont des geckos qui sont mal connus. Et du coup, forcément, un gecko mal connu ne se vend pas aussi bien qu'un gecko qui est très connu. Du coup, les prix sont moins hauts que pour le ciliatus. Toi, tu préfères lequel des deux, toi? Alors moi, je préfère le Leachenius. C'est autre chose. Sur les deux, je préfère vraiment l'auriculatus, parce que vraiment, j'aime beaucoup cet aspect pierre, j'aime beaucoup l'aspect rustique. Moi, je suis un bourrin. J'aime tout ce qui est cailloux anciens. Et du coup, je trouve que c'est vraiment très joli. Par contre, j'ai un gros faible pour les Ciliatus Lily White. Ça, c'est vraiment mon pattern préféré. D'accord, ok. Les Lily White, c'est à la mode. Hein. Là, on est en 2023, fin 2023. Les Lily White, c'est vraiment une robe qui a eu un effet de mode en pic. Énorme. Sur la dernière année, en fait. Et oui, en fait, ça a été fait il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, c'est récent. C'est un blanc pur, en fait, sur des geckos. Donc, c'est magnifique. Ça se voit très bien dans les terrariums. Et les gens adorent ça. Mais il faut savoir que c'est un gène dominant. Et du coup, si on reproduit du Lily White, eh ben, on aura toujours forcément des bébés Lily White qui vont sortir. Par contre, il faut savoir que c'est aussi un gène létal. Si on reproduit deux Lily White ensemble, les petits ne seront pas viables. Ah, d'accord. Ah, je savais pas, tu vois.
J'apprends des trucs. Ça me fait plaisir. J'apprends des trucs. Bon, on va faire une petite pause. Et après cette pause, du coup, on va évoquer toutes les autres espèces. Somme toute, en fait, les plus originales. Hein. Ce sera les espèces les plus originales qu'on voit un peu moins souvent, mais qui sont pour autant tout aussi cool, voire encore plus cool. À tout à l'heure. Loma Wild est une équipe qui travaille à mettre en avant la terrariophilie française. Depuis le début, nous avons réalisé un travail audiovisuel à travers tous nos contenus, nous avons bâti la salle tropicale et mettons tous nos efforts à votre disposition, à vous, terrariophiles, pour vous créer un contenu de qualité et pour vivre la terrario auprès de vous. À 100% autofinancé, vous imaginez bien que les frais sont conséquents et que ce n'est pas notre principale activité. Aussi, un coup de main de votre part serait le bienvenu. C'est facile, allez voir dans la description le lien Tipeee et en plus il y a des récompenses à gagner. On compte sur vous. Et salut tout le monde, salut Pierre. Bonjour. Toujours en forme pour cette deuxième partie ? Toujours. Allez, c'est parti. Les geckos de Nouvelle-Calédonie. On a présenté le gecko à crête, Coelophus ciliatus. On a parlé du gecko gargouille, le Rhacodactylus auriculatus. C'est ça. En soi, c'est les deux qu'on retrouve le plus, même si on retrouve beaucoup moins l'auriculatus quand même. Ouais. Les deux sont vraiment font partie de la terrariophilie française, même si le Rhacodactylus a vraiment une place bien moindre dans la terrario. Du coup, dans cette deuxième partie, on va parler de tous les autres geckos de Nouvelle-Calédonie qui sont en soi un peu plus rares, un peu plus... comment dire ? Faut connaître un petit peu plus et c'est pourtant pas plus difficile à maintenir. C'est ça. En fait, c'est pas difficile à maintenir, mais c'est tellement peu connu que les gens ne s'orientent pas vers ça, alors que c'est des espèces de dingues. Et si on commençait petit ? On peut commencer tout petit même. Tout petit. Allez, c'est parti. La plus petite espèce, enfin le plus petit genre, c'est les Euridactylodes. C'est une espèce qui fait pas plus de 7 cm à l'âge adulte. Et du coup, c'est vraiment très très cool. Ça sort de jour comme de nuit. C'est pas trop territorial, donc on peut mettre plusieurs individus ensemble. Et c'est vraiment une espèce de dingue. Là, c'est vraiment du... Ouais, c'est du petit gecko. Hein. Moins de 7 cm. C'est ça. Et en plus, ça se reproduit très très bien en fait. Alors non. C'est ça ce qui est compliqué. C'est que en fait, c'est très très aléatoire. D'accord. Parce que par exemple, la première année, moi sur 2 espèces, j'ai fait 16 petits, ce qui était très très bien. Et cette année, j'en ai fait 2. Et pourtant, j'ai les mêmes techniques. Du coup, malgré la taille, il ne faut pas assimiler ça à ce que c'est que du Lepidodactylus lugubris. Non, pas du tout. C'est pas du tout les mêmes maintenances. Et c'est pas aussi facile à reproduire que du lugubris. D'accord, ok. Donc pour info, pour ceux qui ne connaissent pas, les lugubris sont des petits geckos qui n'ont rien à voir. Et qui se reproduisent tout seuls par parthénogenèse sans aucune difficulté. Alors du coup, pour retourner aux Euridactylodes, c'est quoi en fait les difficultés ? Eh ben en fait, personnellement, je ne sais pas. Alors on pense avec Laurine, parce qu'on a étudié ça tous les deux, que c'est à cause de la pression atmosphérique. Et en fait, ça jouerait sur l'incubation des œufs et sur la fertilité des femelles. Pour le coup, moi, toutes mes femelles sont... des femelles reproductrices, puisqu'elles sont déjà reproduites, donc je suis certain. Mes mâles sont des très bons reproducteurs, puisque j'arrive à avoir des œufs viables. Mais cette année, par exemple, j'ai une femelle qui a pondu des œufs viables, et d'autres, pas du tout. D'accord, ok. Et ceux-là, toi, tu les mets à la vente avec le 9 reptile ? Oui, ils sont à la vente avec le 9 reptile, alors quand il y en a, bien sûr. Mais c'est une espèce qui est très peu connue, et du coup, quand on voit les tout petits bébés, parce que quand ça naît, ça fait pas plus d'1 centimètre, et ben les gens sont surpris, parce que ça a déjà des couleurs que moi je trouve folles, hein, mais c'est vert et blanc, et franchement, c'est une espèce qui est vraiment très très cool. D'accord, ok. Et t'as de la demande là-dessus ? J'ai très peu de demandes, mais en général, les pros sont intéressés, parce qu'eux connaissent, et les particuliers commencent à s'y intéresser quand même un peu plus. C'est important, hein. Intéressez-vous à d'autres lézards que simplement les lézards qu'on voit partout, même s'ils sont bien, même si c'est des espèces fabuleuses, comme le gecko à crête, le ciliatus, qui est génial. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont aussi faciles à maintenir et qui sont hyper stylées. Et qui ne demandent pas forcément beaucoup de place, puisque les Euridactylodes, on les élève dans des terrariums de 30, 45, sans difficulté. En minimum, quoi, ouais. Et ça va bien, à maintenir, ça va bien. Ah oui, moi j'ai des trios ensemble dans ces terrariums-là, et je les élève comme des ciliatus. D'accord. Au niveau de l'alimentation, c'est toujours pareil ?
Toujours pareil, sauf qu'on va adapter la proie à la taille de l'animal, forcément. Ouais. Donc, à la place des grillons, alors on peut mettre des micro-grillons, mais moi je préfère mettre du drosophile, donc des petites mouches aptères, donc sans ailes, Ouais. et ça leur permet de manger des tailles adaptées. Les fameuses mouches frisettes. C'est ça, J'ai mes arbres qui perdent leurs feuilles. une feuille tombe. En plus, mes arbres, ils ont des petits problèmes de maintenance, là, enfin mes plantes, parce que on est attaqué par des cochenilles. J'ai le même problème. Ça fout en l'air mon studio. C'est terrible, ça. Hein. Alors, du coup, pour la suite, on parlait d'espèces originales. Il existe un autre Corelophus que le Ciliatus. Ouais, c'est le Sarrasinorum. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le gecko sarrasin. C'est une espèce qui n'est pas très connue, mais qui est vraiment géniale. Elle est un peu plus grande que le gecko à crête, et elle a une particularité qui est ouf, c'est qu'il n'y a que 2 couleurs chez cette espèce. Donc le white collar, donc le collier blanc, et la couleur normale. Le white collar qui est quand même pas mal recherché pour ceux qui s'y Il connaissent. est Hein. très recherché, et en général, alors plus le collier est blanc, et plus les points sont symétriques sur le dos, plus l'animal va être cher. C'est un critère de sélection. D'accord. Cette année, on a réussi à sortir du white collar à 10 points symétriques. Donc, Waouh. je suis très très content. Le must du must, quoi. Ouais, là, je suis plutôt content. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que le Sarrasinorum, quand t'en parles, avec ceux qui ont même des geckos à crête ou quoi, personne connaît. Et quand on leur présente à des débutants ou voilà, quand on présente ce gecko, les gens ne sont pas plus emballés que ça. Et non, parce que la couleur de base du Corelophus sarrasinorum, c'est le marron. Et les gens sont pas enthousiasmés pour voir un gecko marron. Et c'est le problème de ce gecko, c'est qu'il ne se vend pas lui-même. Il n'y a que 2 couleurs, donc le white collar et le classique. Classique qui est marron de base. Mais en fait, si on ne cherche pas à aller plus loin que sa couleur, on n'arrive pas à avoir un intérêt pour ce gecko. Et pourtant, c'est un gecko qui est cool, qui est calme, qui grimpe sur vous facilement, qui est manipulable, qui n'est pas connu et qui n'est malheureusement pas assez bien représenté pour la qualité de cet animal. D'accord, ok. C'est la même taille qu'un gecko à crête? C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. C'est à peu près 35 cm, mais c'est pas beaucoup, D'accord. pas beaucoup plus grand. Ok. Et en Nouvelle-Calédonie, ça se retrouve aux mêmes endroits? Alors c'est un peu différent, ça se retrouve... D'où te dire que ça se trouve, je suis pas allé, mais donc j'ai pas de données exactes, mais ça se trouve en général un peu plus haut dans les arbres. D'accord, ok. Et au niveau du régime? Régime alimentaire plutôt insectivore, mais à tendance omnivore, comme le Ciliatus, ça mange exactement la même chose. D'aller taper un peu de fruits, de sucre. C'est ça. D'accord, ok. Très bien. Ça, Sarrasinorum, si vous tombez là-dessus, profitez-en. Sautez dessus, achetez-en, parce qu'il n'y en a pas énormément sur le marché. Je vous dis ça. Et moyen mémotechnique, c'est sarrasin au rhum. Sarrasin au rhum. Eh oui, pour la Bretagne. Bah oui. Alors, ensuite, un autre gecko. On a le Mniaro gecko, Chawa Ouais. et Djalou, qui est le gecko mousse. Nyaro gecko. Avant, c'était pas ça, avant. Hein. La taxo. Si? Je ne la connaissais pas avant. D'accord, ok. Pour le coup, moi, je me suis arrêté à Mniaro gecko. Ça marche, Donc, ok. Donc les geckos mousse. Donc c'est un gecko qui est plutôt vert et rouge, couleur mousse du coup, qui porte très bien son nom, qui se camoufle très très bien. Et chose intéressante, c'est que les femelles défendent de ouf les œufs. C'est très impressionnant. Dès que les femelles ont pondu, elles se mettent sur les œufs et faut pas mettre la main. Elle couve. Ça fait mal. Alors elles couvent pas longtemps, mais en général, les premières 24 heures, elles sont dessus et faut pas mettre les mains. Mais c'est un gecko qui est magnifique avec une petite tête de grenouille un peu recroquevillée. Et franchement, c'est pas assez connu. C'est vrai que c'est pas assez connu. Parce que c'est impressionnant. C'est la star du camouflage, ce truc. Ouais. Ils ont des formes sur leur corps, leur peau, qui, je sais pas, il y a une texture, on dirait. C'est ça. On dirait de la mousse. Ça fait des formes de plis de peau, machin, ondulés un peu. Qui vont C'est ça. imiter des morceaux de mousse contre. Tu le mets contre une écorce, tu le vois plus, le machin. Alors, faut vraiment bien chercher. Et en général, ça se planque super bien dans les feuillages. Donc, en général, quand on retourne dans le terrarium, on cherche. Et au final, on les trouve quand même. Mais ça reste compliqué. Ah, c'est vraiment un animal, j'ai envie de dire un animal du futur. Hein. Quand tu le regardes, c'est hyper impressionnant. Ça permet de faire des très très beaux clichés en termes de photographie.
ce gecko-là, parce que il est vraiment plein de petites excroissances. En fait, c'est plein de détails. Il y a plein de petits détails partout. C'est ça. C'est hyper photoréaliste, en fait. Et sur certaines localités, il y a même des petits pixels qui sont représentatifs de la localité, notamment chez le mainland, et qui sont vraiment très visibles et qui permettent le camouflage extraordinaire. Et alors, c'est quoi ces spécificités en termes d'élevage? Alors, ça s'élève comme le Ciliatus, encore une fois. La seule différence avec les autres espèces qu'on a citées avant, c'est qu'eux vont pondre sur le substrat. Mais par contre, ils vont avoir des œufs hyper calcifiés et qui permettront une moins bonne absorption de l'humidité. Par contre, c'est hyper difficile à reproduire, puisque en général, les œufs, les petits, si on change pas notre méthode habituelle d'incubation, eh ben les petits ne pourront pas sortir, ne pourront pas percer, puisque les œufs sont vraiment très très calcifiés. Donc c'est très compliqué à reproduire. J'ai mis 1 an et demi à trouver une technique. D'accord, donc tu as une technique qui fonctionne. J'ai une technique qui fonctionne depuis cette année. T'oserais en parler ou tu gardes ça pour toi? Oh non, moi je dévoile tout, moi il n'y a aucun sujet tabou. Raconte un peu ça. En gros, je fais comme pour mes varans, je mets un substrat humide, une grille et les œufs par-dessus. Et une incubation à 25,6 degrés. Donc tu mets en fait les œufs hors substrat, C'est ça. au-dessus d'une humidité. Faut pas que les œufs touchent le substrat. Et comment tu as connu le degré exact? Alors moi j'ai travaillé avec un éleveur belge qui a l'habitude de ces geckos-là et du coup qui m'a donné ces techniques. C'est pour ça aussi que je les partage aussi avec tout le monde. Moi quand on me demande mes techniques, je les donne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de secret. La terrariophilie c'est fait pour tout le monde et si on partage pas, il n'y a pas de terrario quoi. Je suis d'accord avec toi. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Cet éleveur belge, c'est un ami, c'est un copain, c'est une connaissance? Alors au départ je le connaissais pas et c'est devenu un très très bon ami. D'accord. Ok. Bah, c'est bien. Et alors qu'est-ce que ça va changer de les mettre hors substrat? Mais le 24,6 degrés, il m'épate moi. C'est tellement précis. Alors la méthode c'est pas moi qui l'ai inventée. C'est des méthodes qui existaient déjà. Moi, j'ai fait que reprendre ces techniques et je les ai adaptées en fonction des espèces. Ouais. Et le fait de ne pas les mettre contre le substrat directement, ça permet à l'humidité de ne pas toucher directement l'œuf et d'éviter les moisissures et la pourrisse, enfin le fait que l'œuf pourrisse quoi. D'accord. Et en fait, il reste quand même dans une atmosphère très très humide. Ok. J'avais eu des difficultés aussi avec certains œufs de Gonocéphalus qui étaient hyper calcifiés et pareil, qui avaient une tendance à accumuler des moisissures sur le tour qui finissaient par prendre le dessus sur l'œuf et le détruire. Et en fait, en acidifiant le substrat d'incubation de manière raisonnable, mais quand même assez fortement, j'ai réussi à pallier ce problème-là, à tester, pourquoi pas. Ben moi, j'ai testé du coup ta méthode parce D'accord. que je la connaissais aussi et en fait, ça n'a pas du tout marché sur Ouais. les chawas puisque en fait, ils ont besoin quand même que le substrat reste. Enfin, la coquille reste très solide et du coup, le substrat qui est très acide attaque les coquilles. Ah ouais, par contre, ouais, ça retire la calcification. Et du coup, c'est problématique pour cette espèce-là. Ouais, Parce que du coup, l'humidité rentre trop dans ces œufs-là d'accord. qui ne tolèrent pas l'humidité en fait. Bah ouais, en fait, si vous mettez votre œuf en incubation dans quelque chose qui est très acide, effectivement, il n'y aura pas de champignons, il n'y aura pas de moisissures, mais c'est vrai que de l'autre côté, il y a toujours un plus et un moins. Ça va complètement ronger par l'acidité, en fait, la coquille de l'œuf, ça va décalcifier l'œuf, et c'est le calcium, en fait, qui fait la séparation entre l'extérieur et l'intérieur. Et si vous décalcifiez, c'est vrai que l'humidité qui est autour aura tendance à aller pénétrer dans l'œuf. Et ça fait des œufs énormes. Ouais, c'est vrai, ça les fait gonfler. C'est ça. Ok, le chawa, très bien. Et si on parlait du grand là? Le costaud, Le celui Leachianus. qui est assez prisé d'ailleurs. C'est une espèce que j'adore parce que. Alors, on me l'a vendu comme une espèce très agressive, très territoriale. C'est quoi le nom vernaculaire? Gecko géant de Nouvelle-Calédonie. Ok. Mais en fait, si on les travaille bien, on fait ce qu'on veut avec et c'est génial. En général, c'est une espèce qui est difficile à reproduire puisqu'il faut que les couples s'entendent. S'ils ne s'entendent pas, ça fait des cartons et les mâles peuvent tuer les femelles. Clairement, ça peut aller très vite. Les mâles sont assez imposants. Mon mâle fait à peu près la taille de mon avant-bras. Donc c'est quand même assez mastoc et la morsure est assez puissante. Mais le fait de les mettre très très jeunes ensemble m'a permis de développer un couple
qui se reproduit très très bien et qui s'entend à merveille. D'accord. Donc il y a une histoire de presque sociale. C'est ça. Bah, en fait, c'est des Rhacodactylus qui communiquent énormément. Ils ont des vocalises énormes. Ils chantent, ils grognent, ils crient. C'est incroyable, c'est spectaculaire ça. Ouais. J'ai fait une contention l'autre fois à des stagiaires. Le Rhacodactylus a hurlé. On l'a entendu chez les voisins. D'accord. C'est quelque chose qui est très impressionnant. Et du coup, là maintenant, ça doit être très spécifique, non? Eh ben, c'est la même que le Ciliatus, encore une fois, mais dans des environnements bien plus grands, puisqu'on est sur du 90, 45-90, En minimum? pour les adultes. Pour un couple? Ouais. Et en trio, ça fonctionne? Faut éviter. En général, les couples se choisissent, et si on rajoute un individu, il y aura un conflit. D'accord, ça va créer du conflit. Ouais. Ils vont se cartonner. Ça va aller assez vite. D'accord. En général, dans la soirée, faut séparer. Ceux-là, tu les reproduis? Je l'ai reproduit depuis cette année, parce que mon couple est assez jeune, ils ont 2 ans, et j'ai eu les 8 bébés cette année. D'accord, ok. Mais ça part très vite, puisque c'est une espèce qui est très prisée, et du coup, dès la naissance des petits, ils sont déjà réservés. D'accord, ok. Donc ça, c'est un truc qui marche bien en fait en termes Ouais. de vente, même si pourtant on n'en voit pas à tous les coins de rue. Hein. On n'en voit pas à tous les coins de rue, parce que c'est quand même difficile à reproduire, mais en général, les gens recherchent, parce que c'est des gros geckos, et plus c'est gros, plus ça intéresse. Ouais, puis ils sont impressionnants, on va pas se mentir, ils sont impressionnants. Ouais. Alors moi, j'en ai vu plusieurs couleurs. Il y a plusieurs couleurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur les robes? Alors, les robes dépendent des localités. En Ouais. fonction des localités, vous avez des dimorphismes au niveau des couleurs, mais aussi au niveau physique. Il y a certaines espèces qui sont plus grandes, plus petites. Alors, je ne pourrais pas toutes vous les donner en si peu de temps, mais il y a une différence énorme. Mais le but que je recherche, moi, c'est vraiment de faire du pure localité. C'est-à-dire que quand je sélectionne mes geckos, je sélectionne des geckos de la même localité pour pouvoir prolonger cette localité et garder un suivi de lignée, en fait. D'accord, donc si tu as des grandes terres, tu ne mettras qu'avec des grandes C'est terres. ça. Ok, Je ne vais pas mélanger. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de cross en terrariophilie, en France comme ailleurs. Et moi, je cherche vraiment à faire du pure localité, mais que ce soit sur les Acanus ou sur tous les autres, bon, hors Ciliatus, bien sûr. d'accord, ok. Moi, il y en a qui m'avaient plu, ils étaient trop beaux, ils étaient très très sombres, presque noirs, avec des yeux tout blancs. Et en plus, ils ont des yeux particuliers, les Leachianus, je trouve. Ils ont des yeux très voyants et la pupille, elle est très fine au milieu, Ouais. plus fine que les autres. Alors, plus fine que les autres, moi je trouve pas, parce que après, bon, je bosse beaucoup avec du nocturne, et Ouais, du coup, je fais pas forcément attention à ça. Mais en général, oui, c'est des espèces qui sortent un peu plus tard que les autres. Donc, peut-être que la fente en général absorbe plus la lumière pour pouvoir voir la nuit D'accord. plus sombre. Et le fait que voilà, celui dont je parle, sa robe était très très sombre, ça c'est quoi ça? Alors, en général, c'est des individus qui sont plutôt mélaniques. Donc, alors, on va pas parler de tare génétique, mais c'est un. Je sais pas. C'est une propriété Voilà, c'est génétique. Une propriété génétique qui est recherchée, puisque c'est rare, et c'est recherché dans le fait de les reproduire aussi. On cherche à avoir plus c'est sombre, plus c'est joli. D'accord. Je ok. sais pas si c'est très clair, mais On a compris. C'est difficile à maintenir un Leachianus comparé à. En fait, je parle pour un débutant qui regarderait. Est-ce que c'est plus difficile qu'un autre? alors c'est pas forcément plus difficile, mais faut pas en avoir peur. Parce que si vous achetez un bébé, c'est facile à manipuler, puisque c'est tout petit, ça se laisse faire. Quand c'est des adultes, faut pas se laisser impressionner par eux, parce qu'ils vont vite crier, ils vont vite grogner. Et si vous avez peur, il va le ressentir, et derrière, il y aura un risque de morsure, qui est réel, hein, bien sûr. Donc, il faut faire attention de bien les manipuler, de bien les habituer. Et vaut Ouais. mieux prendre un jeune pour justement faire ce travail que prendre un adulte directement, parce qu'on ne sait pas forcément comment il était élevé. Moi, je sais que je suis déjà allé dans des élevages où les Leachianus sautaient sur les vitres pour défoncer l'éleveur. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit ça, mais c'est des geckos qui sautent tout ça. En général, les geckos de Nouvelle-Calédonie, ils sautent hyper bien. Ouais, alors ils sautent hyper bien, sauf les Leachianus qui se vautrent assez facilement. Ah ouais, ils sont peut-être En- un peu massifs. Hein. En fait, ils sont tellement lourds au niveau de la tête qu'ils basculent souvent en avant.
D'accord. Mais par contre, tous les autres geckos de Nouvelle-Calédonie sautent extrêmement bien. C'est de la folie. Et par exemple, un bébé ciliatus, il peut sauter de 3 mètres de haut sans se faire mal en sautant sur le sol. D'accord, le sol dur, quoi. Sol dur. Parce que les ciliatus, dans la nature, ils se balancent de branches à je sais pas combien de mètres. Il n'y a aucun problème pour eux. Il n'y a aucun problème. Et en plus, leur peau, elle est fripée. Et en fait, quand ils tendent leurs pattes, ça fait pas des ailes, mais ça fait des espèces de surfaces supplémentaires Ça. qui vont ralentir la chute. En fait, il y a une prise d'air qui se fait et du coup, ça ralentit la chute. Et après, ils viennent se poser. Alors, des fois, ils se loupent. Ils visent rien du tout. Hein. Rien. Ils sautent au pif, ils se laissent tomber. Non, on a fait une Petit vidéo bonheur, la chance. avec Laurine l'autre fois où on voit toutes les fails des ciliatus et c'est assez drôle. Ouais, c'est vrai. Ah, faut que je vois ça. Il faut que je vois ça. Il faut que je vois cette vidéo. Vous l'avez sortie sur Instagram? On l'a sorti sur Instagram. Du coup. D'accord, ok. Mais ils sont mignons hein, quand même. Hein. Ouais. On va pas se mentir. C'est des geckos particulièrement Moi, mignons. c'est toute une famille que j'adore en fait et que je lâcherai pour rien au monde. Alors, pour l'ensemble de la famille, contrairement aux Eublepharidés, donc à tout ce qui va être gecko léopard et tout ça, ils n'ont pas de paupières. Pas du tout. Ils peuvent pas fermer leurs yeux. Ils ont des grands yeux très très voyants, comme beaucoup de geckos, mais là c'est particulièrement voyant. Et pour se frotter les yeux, comme ils n'ont pas de paupières fermables, ils sont tout le temps en train de se léchouiller les yeux. C'est ça. Et c'est encore plus impressionnant chez le Sarrasinorum qui a des yeux vraiment exorbités et du coup qui a une grosse langue pour pouvoir se lécher l'œil entier. Et c'est hyper impressionnant. C'est stylé. Enfin, ça fait des belles images aussi. Quand tu prends des petites photos, des petites vidéos au ralenti, avec leur langue qui sort et qui traverse tout l'œil et qui revient, c'est assez sympa. Voilà, la dernière photo que j'ai prise, c'était le chawa. Du coup, j'ai réussi cette année à en avoir. Et le Ouais. petit venait juste de se lécher. Du coup, on voit vraiment sa langue sur l'œil. Et c'est des photos qui sont magiques parce que Ah ouais. c'est des moments. Des beaux instants capturés. Il y a une autre propriété qui est sympa chez ces geckos-là. Ils ont une peau particulièrement hydrophobe. Alors ça, c'est impressionnant lorsqu'il y a des mues. Moi, je fais le test souvent avec mes Sarrasinorum parce que quand ils muent, ils font des grands lambeaux. Et je montre ça aux stagiaires, je leur donne le lambeau et je verse de l'eau dessus. Et en fait, l'eau ne traverse pas, même les mues, puisque les geckos doivent toujours être au sec. On dirait carrément qu'ils ont mis un produit déperlant C'est ça. sur eux. C'est un kawaii. Ouais, littéralement, il n'y a rien qui passe. Et c'est rigolo parce que quand vous vous amusez à les embêter à verser de l'eau sur eux, ça va faire des billes d'eau qui roulent. On dirait qu'elles roulent sur leur peau, quoi. C'est ça. Il ne faut pas hésiter justement à les arroser si vous en avez. Il faut bien les pulvériser puisque en fait, l'eau ne va pas rentrer, mais l'humidité va s'imprégner quand même dans la peau et ça va leur permettre de bien décoller les mues et de bien pouvoir s'en débarrasser. Alors, il n'y en a aucun d'entre eux qui ira boire au pulvé, hein, comme on l'aurait avec un agamidé arboricole. C'est des geckos qui vont aller récupérer de l'eau par gouttelettes sur les feuilles ou à l'intérieur de plantes type broméliacées, de l'eau qui vient d'une pluie. Moi, pour autant, je leur mets des toutes petites coupelles d'eau à droite à gauche, comme ça, dès qu'ils passent dessus, hop, c'est de l'eau toute fraîche, toute propre, ils vont aller taper dedans avec leur langue. Mais c'est très léger, hein, c'est très léger. Alors c'est quand même très important de mettre des gamelles d'eau parce qu'ils n'hésitent pas à se baigner. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les jeunes. En tout cas, les tout petits qui viennent de naître, en général, vont tout de suite se baigner dans les gamelles d'eau pour se débarrasser des premières mues. Et c'est hyper important d'avoir cette gamelle d'eau parce que notamment, ça leur sert à boire, bien sûr, mais ça leur permet de ne pas avoir trop chaud et à leur faire des bains pour se débarrasser des mues. D'accord, ok. Bah écoute Pierre, on a fait un bon petit tour pas mal là au niveau des geckos de Nouvelle-Calédonie. On a fait un bon petit tour. Il va être temps qu'on vous laisse tous. J'espère que ce podcast vous a fait plaisir. J'espère que ça vous a intéressé, puis merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Un plaisir, tu viens quand tu veux. On se revoit dans pas longtemps. On vous dit très bonne soirée à tous, mais surtout, force à vous. Bonne soirée.